Bonjour, shalom, assalamu alaikum, toutes et tous autant que vous êtes sur le territoire d'Enyigba national, un peu partout en Afrique et dans le monde. Vous êtes les bienvenus et vous êtes au club de la presse que nous animons ce jour, le mercredi 4 mars 2020. Toujours sur le Enyigba national, un salut confraternel aux radios partenaires qui nous reprennent. Radio Daoul qui nous reprend en direct à Bassa. Même chose pour Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Tchaoudjo à Sokodé et les autres radios pour ne pas faire de jaloux. Bonjour à vous toutes et à vous tous. L'actualité de ce jour reste toujours menée par deux sortes de fièvres. D'abord, il y a l'élection présidentielle et le nouveau coronavirus. Mais pendant que nous tirons vers l'épilogue pour ce qui concerne le scrutin présidentiel du 22 février, c'est plutôt l'appréhension quant à ce qui concerne l'expansion chaque jour plus inquiétante du Covid-19 partout dans le monde, notre sous-région ouest africaine n'étant pas épargnée. Eh bien, au club de la presse de ce jour, nous allons ensemble mesurer la température de ces deux phénomènes. Et pour cela, les confrères et invités au studio, mais remercions les techniciens qui nous accompagnent, Victor Bekoku, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Je réitère la plainte des auditrices et auditeurs dans la zone portuaire à Baguida et à Vepozo qui se plaignent qu'une radio censée émettre sur la 93.9 vient occuper nos zones. Je ne sais pas si c'est notre dispositif ici ou bien si on doit s'adresser aux autorités qui nous attribuent les fréquences à tous et à toutes. Abbas Issaka, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Canal FM. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à notre ami Yamba Yamba qui s'apprête à aller enterrer sa grand-maman le week-end prochain. Merci beaucoup. Sylvestre Béni de La Manchette, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Et Gadiel Tchonyadji de Santé Éducation Paris aujourd'hui, bonjour. Oui, ça c'est bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et nous attendons un confrère, voire même deux, pour également une personne ressource devra venir du ministère de la Santé pour nous faire le point sur le phénomène coronavirus. Mais en attendant, la pensée du jour. Et ce matin, nous revisitons le vieux sage chinois qui a écrit que la raison est un miroir que nous avons reçu du ciel. Mais le miroir peut se ternir et il faut de temps en temps l'essuyer. Encore une fois, la raison est un miroir qu'on a reçu du ciel. Mais ce miroir peut se ternir et il faut de temps en temps l'essuyer. Travaillons ensemble à essuyer notre raison au jour le jour. Eh bien, je les annonçais, ils viennent d'arriver. Fabrice Patom, Pétiesi de Le Libéral, bonjour. Bonjour à toi, ça c'est bonjour à tous les confrères ici présents et bonjour également à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci, je l'annonçais également depuis hier, une personne ressource du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour nous faire le point à ce jour devant le phénomène du coronavirus. Il vient d'arriver, monsieur Agboglan, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, je sais que vous êtes monsieur Agboglan. Voulez-vous vous présenter davantage pour que nous sachions à qui nous avons affaire? Ok, je suis ingénieur Agboglan, spécialisé en hygiène alimentaire, le management de qualité, et je suis dans l'équipe de prise en charge au CHU Campus. Merci, c'est ce qui nous intéresse. Alors, sur le coronavirus, Fabrice Pétiesi, vous revenez sur le phénomène et vous titrez aujourd'hui la page 7 tout ce que nous devons savoir sur le nouveau coronavirus.
Oui, c'est une série d'articles quand même qui sont liés dont nous avons commencé la publication depuis la semaine dernière et ça continue, ça rentre toujours dans le cadre de la sensibilisation par rapport à ce virus-là qui n'est pas encore à nos portes, mais qui nous concerne déjà puisque certaines parties du monde et même le continent africain est aujourd'hui concerné. Donc, il faut régulièrement faire un clin d'œil pour qu'on croise les doigts qu'on n'ait pas affaire à ce virus-là. Mais je vous rappelle que au Sénégal, au Nigeria, en Chine, on a croisé aussi les doigts, mais le coronavirus est entré. Alors pour devenir plus sérieux, Dunia Le Monde également qui nous parle de 2 numéros verts pour signaler tout cas suspect. De coronavirus Togo. Et Dunia écrit que notre pays est en alerte devant cette généralisation de l'épidémie du Covid-2019 et le Togo poursuit le renforcement de sa riposte contre la maladie avec la mise en place de 2 numéros verts, à savoir le 22 22 20 73, je reprends 22 22 20 73 et le 91 97 42 42. Encore une fois 91 67 42 42. Alors première question, monsieur Agboglan, est-ce que ces 2 numéros verts dont nous parle le confrère Dunia Le Monde sont fonctionnels pendant que nous sommes dans ce studio? Je pense que les numéros sont fonctionnels, sauf preuve contraire. Les 2 numéros-là sont mis en fonction. Eh bien, ces 2 numéros par lesquels nous sommes invités à signaler tout cas suspect, éventuellement sur le Covid-19. Encore une fois, si nous parlons de ces sujets, il ne s'agit nullement de créer une quelconque panique, mais nous donner l'information pour savoir quel comportement tenir le cas où éventuellement. Eh bien, monsieur Agboglan, nous allons faire donc le point devant ce phénomène-là. Pendant que nous sommes dans ce studio, quelle est la situation que vous pouvez nous faire sur l'expansion du coronavirus dans notre sous-région ouest africaine? Merci, monsieur Sass. La situation sur le coronavirus, ça se fait par un site de l'OMS. Ce qui est rassurant, c'est que pour le moment, il n'y a pas de cas au Togo. On a signalé un cas au Nigeria. Ce qui est à retenir, c'est que chaque cas a toujours des contacts. C'est-à-dire, la personne qui est suspectée ou bien qui est confirmée a eu contact avec d'autres personnes. C'est les contacts qu'il faut suivre. Même chose en Égypte, par exemple, il y avait eu un cas. En Algérie, il y a signale également 2 cas récemment au Sénégal. Oui, au Sénégal, il y a eu déjà des contacts qui sont suivis et beaucoup de dispositions sont prises pour contenir cette propagation du virus. Merci. Ces cas dont nous parlons concernent des gens qui voyagent et qui sont arrivés des pays touchés, notamment la France, l'Italie, pour ne pas dire la Chine. Alors, à ce niveau, en matière de prévention, au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, des mesures ont été prises pour contrôler les voyages qui arrivent dans notre pays. Voulez-vous nous rappeler, M. Agboglan, ces mesures-là? Oui, je remercie ici les autorités et nos patrons qui sont en train de faire beaucoup d'efforts pour faire face à cette épidémie. Je pense que à l'aéroport international, qui est en quelque sorte le visage du pays, où les vols arrivent de partout, un dispositif est mis en place pour contrôler tout ce qui arrive. Ils ont des fiches à remplir pour pouvoir détecter tant soit peu un petit signe qui peut indiquer le coronavirus. Oui, allez-y. Donc, ce dispositif se renforce au jour le jour par l'appui des infectiologues, de la surveillance et des spécialistes qui appuient l'aéroport pour pouvoir mettre des dispositifs. Il y a un écran devant lequel, quand vous passez, ça affiche votre température. Il y a des thermoflash, c'est-à-dire les thermomètres
à micro-ondes qui peut prendre la température à une distance sans toucher la personne. Et les dispositifs sont là pour isoler, en cas de cas s'il y a tout passager suspect, pour ne pas le laisser aller dans la population. Et je présume qu'une attention particulière est accordée aux voyageurs qui viennent des pays comme la Chine, l'Italie, l'Iran. Ce n'est pas une mesure discriminatoire, mais comme c'est dans ces pays-là que les cas sévissent, je présume qu'une attention est vraiment à l'œuvre à l'endroit de ces voyageurs. Vraiment, une attention est à l'œuvre à l'endroit de ces voyageurs. Surtout, ce n'est pas seulement les voyageurs qui arrivent de la Chine, de l'Iran, de l'Italie, de la France, ce n'est pas seulement ces voyageurs. Il y a des voyageurs qui peuvent transiter par d'autres pays. Par exemple, quelqu'un qui prend le vol en Chine, et puis il transite par l'Espagne, ou dans un pays où il n'y a pas le coronavirus, et de là, il atterrit au Togo. Donc, il y a les fiches qui retracent l'itinéraire du passager pour voir quels sont ses cursus de voyage avant d'arriver au Togo. Mais n'empêche que ce soit le cas, le voyageur vient d'un pays touché ou pas, le contrôle est strict pour ne pas laisser passer les erreurs. Le contrôle est strict à l'aéroport, de même que comme mesure préventive, un centre d'isolement équipé et un comité de veille 24 heures sur 24 heures est également installé. Je crois que vous travaillez justement au CHU Lobé Campus qui abrite ce centre-là, si je ne me trompe. Oui, je suis au CHU Campus qui abrite ce centre de prise en charge de cas éventuels. On va prier Dieu pour que Dieu qui aime beaucoup le Togo, pour que les cas n'arrivent pas. Mais il y a une équipe sur place qui peut répondre en cas de cas s'il y a. Il reste à renforcer les compétences de ces équipes pour mieux répondre. Alors en matière de personnel, je crois que le personnel est suffisant dans ce centre-là et que vous bénéficiez d'équipements adéquats en termes de masques et de toutes mesures pour que, en voulant sauver les gens, vous ne soyez pas contaminé vous-même, éventuellement. Oui, éventuellement, les dispositions sont prises pour avoir les moyens de protection les plus sûrs pour ne pas exposer celui qui veut protéger l'autre. Celui qui veut soigner ne doit pas perdre sa vie en soignant. Donc actuellement, ces compétences sont renforcées pour donner un niveau plus élevé, par exemple, aux patients qui ont des détresses respiratoires, qui doivent être réanimés. Donc les démarches sont en cours pour équiper une salle qui peut prendre en compte les réanimations et autres. Merci. Pour terminer avec vous, quelles sont les mesures que vous nous recommandez, toujours en termes de prudence, quelles sont les mesures que nous devons adopter les uns à l'endroit des autres? En mesure générale, je voulais m'adresser un peu d'abord au personnel soignant d'abord, parce que dans tous les hôpitaux, il faut que les personnels ne baissent pas de bras, il ne faut pas qu'il y ait de la panique, il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver. C'est plutôt être rassurant, ne pas se saluer avec les mains dans les hôpitaux, augmenter le niveau d'hygiène dans les hôpitaux pour pouvoir enrayer un virus qui voudrait s'introduire. Pour ce qui concerne la population, d'abord je voudrais m'adresser aux groupes sociaux comme les écoles, les bars, restaurants, hôtels, auberges et autres où il y a un regroupement de personnes. Les églises et les mosquées. Les églises et les mosquées, sans les oublier. Il faut quand même adopter un niveau minimum d'hygiène par rapport aux aliments. Par exemple, il faut prendre soin de bien cuire les aliments, de se laver les mains régulièrement, ne pas se serrer les mains. On peut se saluer avec des gestes. Et puis, quand quelqu'un est enrhumé ou bien quelqu'un qui veut tousser, ne pas tousser dans la main, parce qu'après on va saluer quelqu'un avec les mains. Il faut tousser dans le creux du coude ou bien avec un mouchoir qu'on va jeter après et se laver les mains à des moments importants. Souvent, quand on met les doigts dans les narines et autres, on peut rapporter des germes. Et quand vous serrez la main à quelqu'un, vous avez transmis déjà le virus. Donc, ces différentes mesures doivent être prises, surtout dans les écoles où on prépare à manger aux enfants. Il faut augmenter le niveau d'hygiène des aliments, surtout laver les assiettes avec l'eau chaude, et puis maintenir les sauces et autres, les nourritures
à une température élevée, il faut servir les repas à chaud dans les hôtels et autres pour ne pas laisser place à ce virus. Merci. Voilà le point que nous faisons aujourd'hui. Sylvestre Béni, question pour notre invité. Oui, j'ai une petite question. Supposons, nous prenons le cas de l'aéroport. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y a quand même des dispositifs, des équipements qui peuvent détecter la température de loin. Bon, on ne le souhaite pas, hein, je le dis, il ne faudrait pas que ça arrive au Togo. Mais au cas où, peut-être une personne, ce dispositif-là a détecté que la température de la personne est anormale et que vous devez quand même mettre cette personne en quarantaine. Est-ce que c'est uniquement la personne ou tous les passagers? D'autant plus qu'il a fait le voyage quand même avec peut-être plus de 200 personnes, 300 personnes. Oui, je pense que la personne qui présente déjà des signes comme la température élevée, c'est elle qu'on essaie de mettre en quarantaine en prenant soin de garder les contacts. Tous ceux qui ont pris ce vol ont quand même une liste d'enregistrement où on a les numéros de téléphone, tout ça là. On garde contact avec tous ces passagers pour qu'en cas de cas, si quelqu'un commence pas à manifester des signes, qu'il se signale. Et celui qu'on met en quarantaine, ça peut être directement à l'aéroport, ça peut être une mise en quarantaine à domicile où on le suit pendant 14 jours en prenant des températures et autres pour qu'il ne sorte pas de son domicile pour contaminer les autres. Merci à vous, monsieur Agboglan, et notre gratitude également au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, qui nous fournit les personnes ressources. La semaine dernière, c'était un médecin épidémiologiste que nous avions. Aujourd'hui, monsieur Agboglan, qui travaille lui-même au CHU Campus, qui est équipé pour la prise en charge éventuellement. Merci monsieur Agboglan, mais vous restez à nos côtés. Peut-être que les auditeurs auraient quelques préoccupations qu'ils souhaiteraient vous adresser très rapidement. Mais la peur du coronavirus ne nous empêche pas de dormir avec nos partenaires hommes ou femmes. Et quand on dort, on peut avoir les rapports sexuels, pourquoi pas. Et Gadiel, vous nous rappelez à la page 3 Santé Éducation que les rapports sexuels peuvent même soigner notre organisme. Tout à fait. Vous savez, cette parution, elle est dédiée à la vie sexuelle dans le couple. Vous savez, c'est un élément assez important pour la santé. La sexualité dans le couple, c'est un élément de soudure du couple. Et très souvent, il y a certains couples qui se sont séparés parce qu'on n'a pas pu gérer la sexualité. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs études qu'on a faites. Ça court quand vous lisez plusieurs articles, même sur Internet. On vous donne des titres des plus gros, les bienfaits des rapports sexuels sur la santé. Or, il y a plusieurs études avérées qui attestent cela, que des rapports sexuels faits, notamment dans le couple légal, constituent ce qu'on peut appeler un ajout assez important sur la santé et de l'homme et de la femme. Donc, il y a plusieurs maux de santé qu'on peut éviter en faisant l'amour dans le couple. On peut donner un exemple, le stress. Vous rentrez à la maison stressé, voilà, il faut tout faire pour faire l'amour, ça va passer. Ou bien, il y a l'insomnie. Après avoir posé un acte sexuel, vous pouvez aller dormir tranquillement. Article intéressant, d'autant plus que ce sont des sexologues qui traitent des maux de santé par les conseils sexuels qu'ils procurent à leurs patients, à lire avec intérêt à la page 3. Pour avoir rapport sexuel, il faut avoir le désir sexuel. Il faut également que l'homme produise du sperme et de qualité. Et pour cela, vous nous recommandez les meilleurs aliments pour la qualité du sperme et le désir sexuel. Vous savez, il arrive que chez certains hommes, on détecte qu'ils ne sont pas vraiment féconds. Il y a des problèmes au niveau des spermatozoïdes. Donc, très souvent, on peut aller voir aussi au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation joue beaucoup sur la santé. Et on en découvre encore sur le rôle de l'alimentation sur la santé des humains et des animaux. Donc, l'alimentation, une bonne alimentation saine, variée, riche, a des valeurs ajoutées sur le sperme d'un individu, contrairement à celui qui mange mal, qui est alcoolique par exemple, mais qui est fumeur.
les études disent que ce n'est pas de bon sperme au niveau de cet homme. Donc, l'alimentation aussi a une valeur ajoutée sur le désir sexuel. Il y a des aliments, quand vous les prenez en même temps, vous avez envie de passer à l'acte. Or, il y a d'autres, et c'est ça qui coule les rues aujourd'hui. Ou bien c'est derrière ces aliments que nous courons aujourd'hui. Il y a certains aliments, quand vous les prenez, votre libido baisse. Alors justement, des aliments pour booster et le désir sexuel et améliorer la qualité du sperme. A contrario, le désir sexuel peut baisser. Et là, il y a des aliments que vous nous appelez à réduire, sinon à arrêter de consommer. Effectivement, donc aujourd'hui, les aliments transformés, les boissons sucrées, l'excès de l'alcool, est-ce que vous voyez, donc tous ces aliments qui sont en vogue aujourd'hui ne permettent pas une vie épanouie au côté sexuel. Donc ce que Dieu a fait, le naturel, permet d'assaisonner les rapports sexuels, permet d'assaisonner bien le fonctionnement des sexes au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Merci, beaucoup d'articles intéressants, mais on va juste choisir un quatrième. Le reste, on va le découvrir dans le journal. Alors, soulager les acouphènes avec les huiles essentielles. D'abord, les acouphènes, qu'est-ce que c'est, Gadiel? Bon, les acouphènes, pour dire facilement, c'est des bourdonnements dans l'oreille, dans les oreilles, des bourdonnements, des bruits bizarres qu'on a dans les oreilles. Cela a plusieurs causes, on peut les voir dans l'article. Mais il y a une huile essentielle aujourd'hui qui se trouve au Togo, qui permet quand même d'avoir de bons résultats. Donc, ceux qui ont des bourdonnements, des bruits bizarres dans l'oreille, d'abord qu'ils aillent en consultation, parce qu'on doit découvrir la cause, et puis subir un traitement. Il y a cette huile essentielle qui peut aider dans ce cas. Merci. À découvrir la page 7. Juste savoir que les acouphènes, c'est quand il nous arrive d'entendre de petits bruits désagréables, et que nous sommes le seul témoin de ce bruit-là. Allez consulter un médecin. Et puis la recette est là, ou bien l'huile essentielle. L'huile essentielle à la page 7. Mais comme je dis, ce n'est qu'un petit avant-goût. Ce numéro recèle de beaucoup d'autres articles qu'on découvrira et qu'on appréciera. Pourquoi pas en s'achetant ce journal au prix de 500 francs seulement. Oui. Merci beaucoup. L'actualité est riche. Nous passons maintenant à la page sociopolitique avec ce que nous savons. Le scrutin présidentiel du 22 février dernier, la Cour constitutionnelle a rendu le verdict hier. Donc, selon l'usage constitutionnel, à partir du moment où la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de ce scrutin, nul n'est plus censé revenir là-dessus. Mais quels sont les comportements que nous continuons à observer ici et là et qu'on continuera à observer? Les états d'âme des uns et des autres. Revue de presse avec le journal Kamgou qui titre aujourd'hui à sa manchette présidentielle 2020, Faure Gnassingbé proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle. Et Kamgou qui ajoute que les requêtes du candidat Agboyome Kodjo ont été rejetées. Togo Matin lui aussi écrit la victoire de Faure Gnassingbé confirmée par la Cour constitutionnelle. Dunia Le Monde également qui écrit donc Faure Gnassingbé remporte le scrutin avec 70,78%. Autre journal, c'est La Dépêche qui écrit lui aussi que la Cour constitutionnelle a validé la victoire de Faure Gnassingbé. Le libéral Fabrice, vous écrivez, votre journal qui écrit fin du suspense, 3 points de suspension. La Cour constitutionnelle confirme Faure Gnassingbé avec ce score de 70,78%. Oui, et c'est vrai que il y avait un suspense, même s'il était minime par rapport aux résultats provisoires que la CENI avait proclamé. Puisque par le passé, on a coutume de constater quelque chose. En 2010 et 2015, par exemple, le candidat qui est arrivé en deuxième position
ne trouvait pas judicieux de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, ce qui n'était pas le cas cette année avec Agboyome Kodjo, qui, même s'il contestait et il doutait un peu de la crédibilité des institutions, a dit j'irai devant la Cour constitutionnelle. Il a déposé un recours. Et donc du coup, sur les réseaux sociaux, il y avait en tout cas beaucoup de choses qui se disaient par rapport à la fraude, au bourrage d'urnes et tout cela. Donc on se posait des questions, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez vu que tous les regards étaient tournés vers la Cour constitutionnelle. Il y avait quand même un suspense et bon, Aboudou Assouma et les autres juges ont mis fin à ce suspense en confirmant pratiquement le score de Faure Gnassingbé, même s'il a été réduit un peu. Et du coup, ce qu'il est à de retenir, c'est que c'est Faure Gnassingbé qui remporte donc cette élection présidentielle. Et je rappelle que selon l'usage constitutionnel, la décision de la Cour constitutionnelle n'est susceptible d'aucun recours. Le confrère Le Dialogue lui aussi écrit que la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection de Faure Gnassingbé avec ce score de 70,78%. À ce niveau-là, Abbas Saka, puisque vous en parlez aussi, mais avant votre titre, on a constaté hier que la Cour constitutionnelle a corrigé les scores des 7 candidats. Ben effectivement, hier, la Cour constitutionnelle a eu à faire un redressement des résultats. On a vu que le score que le candidat Faure Gnassingbé avait eu provisoirement avec la CENI, le score de 72, quelques % est ramené. 36% est revu à la baisse avec 70,78% aujourd'hui. Agboyome Kodjo qui avait provisoirement eu 18,37 revient maintenant avec monte plutôt avec 19,45. Il en est de même pour Jean-Pierre Fabre qui avait 4,35%, qui est monté à 4,68. Donc de même avec Maître Tchassouna qui était un peu plus bas, c'est le bon dernier qui a encore monté. Et de même que les autres candidats. Tchassouna a monté, mais il reste quand même dernier de la classe. Oui, dernier de la classe. Dans tous les cas, c'est que le résultat est resté, c'est-à-dire le classement est resté le même, avec seulement des redressements de score. Merci. Alors, si on tient à l'école, le maître proclamerait premier, Faure Gnassingbé, deuxième, Agboyome Kodjo, troisième, Jean-Pierre Fabre, quatrième, Aimé Gogué, cinquième, Komi Oulou, sixième, William Koessan, et septième et dernier, Maître Tchassouna. Alors, je reviens toujours à vous, Abbas. Vous écrivez que Faure Gnassingbé garde son fauteuil avec ce score de 70-78% des suffrages. Et vous relevez également que Agboyome Kodjo s'est trouvé débouté pour défaut de preuves dans les recours qu'il a introduits devant la Cour constitutionnelle. Effectivement, Agboyome Kodjo a introduit des recours. Il y en avait au total 7, mais ces requêtes ont été reçues, ont été jugées recevables par la Cour constitutionnelle. Mais après l'examen de ces recours, il s'est avéré que ces recours manquaient de preuves et on les a rejetés comme ça. Donc il y avait une étude cas par cas de ces recours qui portait d'abord sur l'utilisation des biens de l'État par le camp du parti au pouvoir, le bourrage d'urnes, le cas de financement des campagnes qui n'a pas été reçu très rapidement, et beaucoup d'autres recours donc, qui ont été jugés irrecevables après étude faite par le Cour constitutionnelle. Eh bien, ces preuves que le candidat Agboyome avait présentées devant la presse le lundi dernier, mais recours que la Cour constitutionnelle a rejeté parce que la Cour d'Aboudou Assouma estimait que Agboyome n'avait pas apporté suffisamment de preuves pour étayer ces accusations. Autre journal, c'est Vision d'Afrique qui écrit lui aussi que la Cour constitutionnelle a désavoué les agitateurs et confirmé la percée de Faure Gnassingbé. Et Bourema Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Vous nous avez rejoint aussi dans ce studio. Alors vous rappelez ces résultats définitifs qui confirment Faure Gnassingbé comme président réélu. Le score 78%, et quelques instants après, le président réélu a fait un petit tweet
pour prendre acte de sa victoire et un peu nous inviter au travail en toute humilité, comme vous le mettez à votre manchette. Oui, je crois que juste quelques minutes après la proclamation des résultats, le candidat qui a remporté cette élection, Faure Gnassingbé, sur sa page Facebook a laissé entendre qu'il remerciait tout le peuple togolais. Juste, il est revenu par rapport au calme qui a régné et la manière dont les choses sont déroulées jusqu'à ce jour, jusqu'à hier, et que il invitait chacun au travail. Vous le savez, ce que le travail donne lorsqu'on se met au travail. Et je pense que Faure Gnassingbé, comme il l'a dit, lorsqu'on se réfère à peu près à ce qui s'est passé durant les 2 semaines de campagne, il avait toujours réitéré ça. Et juste après la proclamation des résultats par la CENI également, lorsqu'il recevait ses militants et sympathisants dans le jardin, il avait également réitéré ça. Donc on attend de voir ce qui lancera exactement, parce que Faure Gnassingbé se dit que certainement il y a eu des choses qu'il n'a pas pu faire durant les mandats passés et qu'il va falloir accélérer. Évidemment, il y a eu des ratés. Évidemment, il y a eu des choses à consolider. Évidemment, il y a d'autres défis qui se présentent à nous, comme la maladie dont vient de parler notre ami. Donc, je pense que il a dit, on attend de voir ce qu'il en sera par rapport à cette déclaration. Merci. Dans cette réaction, Sylvestre Béni, et comme le rappelle le confrère Togo Réveil, le président réélu a salué la maturité des Togolais qu'il invite aussitôt au travail. Alors, est-ce que vous avez senti également que les Togolais que nous sommes, nous devenons de plus en plus matures au vu de ce scrutin présidentiel? Oui, disons manifestement, parce qu'on a remarqué que depuis quelques années, au moins, il y a quand même une tendance baissière en ce qui concerne les violences que nous avons enregistrées en 2005 et tout. Donc, à partir des législatives de 2007, au moins, et cette tendance-là, et en ce qui concerne les violences, nous tous, nous sommes témoins que les Togolais ont pris quand même une certaine dimension en ce qui concerne donc cette maturité pour préserver ne serait-ce que la paix, la quiétude et la tranquillité au cours du processus. Maintenant, en ce qui concerne du moins et la réélection donc du président togolais, nous avons quand même titré ce matin que maintenant le plus dur commence. Le plus dur commence parce que vous savez, lorsque vous interrogez un peu l'histoire, lorsque vous voyez depuis la première mascarade présidentielle en 1993, Sou Gnassingbé Yadema, en 1998, Sou Gnassingbé Yadema, en 2003, Sou Gnassingbé Yadema, en 2005, Faure Gnassingbé, en 2010, Faure Gnassingbé, en 2015, Faure Gnassingbé, en 2020, Faure Gnassingbé. Vous voyez que je suis d'ailleurs essoufflé, mais vous verrez que si vous prenez... C'est vous qui égrenez. Vous voyez que si vous prenez quand même toutes ces périodes-là, jamais le président n'a été bien élu. Et je me demande quel est quand même ce plaisir-là qu'un président peut et quand même ressentir ou éprouver lorsque à chaque fois votre victoire est contestée. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire et du moins à des frères ou à des amis que en fait le fruit de la fraude, on ne doit jamais le célébrer, parce que vous savez, cela scelle en fait votre déshonneur. Je crois que ça doit être Pierre Corneille qui disait dans le Cid que à vaincre sa péril, on triomphe toujours sans gloire. Donc aujourd'hui, vous voyez, et tout ce qui s'agite en célébrant cette victoire, je me dis que moi en réalité je n'escomptais pas en fait l'éveil des consciences. Je n'escomptais pas en fait que la Cour constitutionnelle pourra proclamer autre personne que Faure Gnassingbé, parce que on connaît la manière dont les choses se passent dans ce pays, et je me dis qu'il y avait même pas de suspense hier. C'était un vrai faux suspense. Il y en avait pas, parce que je me dis qu'on serait peut-être à Malawi, que j'aurais encore un espoir, parce que là, vous savez ce que le président de la Cour constitutionnelle a fait. Il a vu qu'il y a quand même des irrégularités. Il a vu qu'il y avait quand même des altérations. En fait, c'est le terme juridique employé. Il a dit qu'il y a des altérations manuelles sur les procès-verbaux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a annulé complètement et purement le scrutin. Donc aujourd'hui, ici... Avant le Malawi, il y a quelques années, c'était au Kenya, où la Cour constitutionnelle avait également annulé tout le vous savez, je me dis qu'il y a un ordre établi. L'ordre établi, c'est quoi? C'est en fait que
et vous ne devez pas... La fraude corrompt. Et quand on parle de corruption, c'est contre l'ordre établi. Aujourd'hui, nous avons même vous avez cité le mot fraude à plusieurs reprises, mais vous avez écouté Abdou Assouma qui avait dit que la Cour avait rejeté tous les recours introduits par Agboyome Kodjo parce que la Cour estimait que Agboyome n'avait pas apporté des preuves pour étayer disons ces accusations. Je vais vous donner juste un exemple. Hier, on disait que dans la requête du MPDD, je crois qu'il disait quelque part que leurs délégués ont été menacés et empêchés de suivre quand même le processus dans un bureau de vote. Et la Cour nous dit que cela n'a pas été écrit dans le rapport. Comment concevoir qu'on vous dit que des gens ont été menacés et empêchés de suivre le processus, ils reviendront quand pour écrire ça dans un rapport? Ils reviendront quand? Donc aujourd'hui, il y a quand même des faits, certains faits qui établissent qu'il y a beaucoup qui manquent encore de courage. La décision finale est donnée hier, mais un journal plutôt économique se demande lui aussi comment notre pays va garder le cap face aux contingences politiques. Et c'est ce journal Finance et Business qui écrit qui se demande comment créer pour le nouveau président, enfin le nouvel ancien président, comment créer une synergie viable entre les bonnes réformes en économie et les réalités politiques du terrain qui ne sont pas éclatantes. C'est la question que pose ce journal Finance Économie. Alors revenons au résultat. Depuis hier, est-ce à dire que toute contestation de ce scrutin est désormais éteinte? Revue de presse avec le confrère Fraternité qui met à sa manchette la récalcitrance hors pair pour fréquence, plutôt pour Fraternité, c'est l'expression de la récalcitrance hors pair. Et la dépêche revient avec ce titre que le coup KO de Faure Gnassingbé reste toujours mis en doute. Et la dépêche revient sur cette réaction des États-Unis et des évêques et une bonne partie de l'opposition qui ont exigé le recomptage des voix. Alors Fabrice, est-ce que ces suggestions, notamment du gouvernement et ces exigences des candidats et autres partis politiques, est-ce que nous devrons continuer à en parler à présent que la Cour s'est prononcée? On va en parler puisque c'est dans l'actualité. Je crois que la contestation sur le plan légal, il y a plus de chance. Comme on l'a dit, les décisions de la Cour sont inattaquables. Donc, à ce niveau, il n'y a plus rien à faire. C'est une phase de non-retour. Maintenant, sur le plan politique, quitte à chacun de s'organiser comme il peut, certains ont choisi de se taire et d'autres également continuent par contester ces résultats-là et appellent même des gens à descendre dans la rue. Nous avons fait un clin d'œil hier au candidat qui est arrivé en seconde position. Je veux parler bien évidemment de Agboyome Kodjo, qui a chaud, en tout cas sur une radio de la place, avait quand même tenu certains propos qui ont surpris plus d'un. Je crois que peut-être entre la nuit d'hier et la journée d'aujourd'hui, certains de ses soutiens ont dû lui remonter les bretelles, parce que hier, quand vous écoutez un peu Agboyome sur une radio, si vous permettez, je donne le nom de la radio pour le travail qui a été fait, Radio Victoire, qui a pris Agboyome à chaud. Je crois que il disait quelque part que je respecte et je suis légaliste. Alors bon, en droit, quand on dit qu'on est légaliste, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on respecte plus ou moins les institutions qui ont été établies. Je crois que c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à introduire le recours, puisque, comme je l'ai dit en début d'émission, il y avait des gens qui ne trouvaient pas nécessaire d'introduire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est vrai, même si on a trouvé quand même des contradictions dans l'attitude de Agboyome depuis, puisque quand on est légaliste, on ne s'autoproclame pas. Par exemple, président de la République, on attend les résultats provisoires qui doivent être prononcés par l'institution qui est indiquée, et quand la Cour constitutionnelle donne son verdict, c'est qu'on se plie. Alors, qu'est-ce qu'il met dans « je suis légaliste », mais ce qui est sûr, il dit également qu'il se remet à Dieu. Là, on est sur le plan spirituel, mais si je me lance dans un commentaire, je peux dire généralement, lorsqu'on se remet à Dieu, ça sent un peu une certaine résignation.
C'est-à-dire que l'être humain a l'habitude de se battre par tous les moyens, et à un moment donné, lorsqu'il se rend compte que tout, ça le dépasse, on se remet tout simplement à Dieu, même si à chaque fois on fait appel à ce Dieu-là. Alors donc, de hier nuit à aujourd'hui, bon, on a vu quand même qu'il y a un certain manque de cohésion ou bien de logique dans les différentes réactions, parce que vous pouvez pas nommer un premier ministre dans la matinée, le soir on proclame les résultats et vous dites que vous êtes légaliste. Et c'est pour cela que je dis, est-ce que ce mot légaliste là on le comprend de la même manière? Ce qui est sûr, une crise post-électorale, Agbeyome continue toujours de l'entretenir. Il estime que dans les semaines à venir, on entendra de lui, il aura des actions à mener. Mais de quelle manière? Difficile de le savoir. On verra toujours en temps opportun. Alors, sur les comportements et propos d'Agbeyome ces derniers jours, il y a également ce titre du confrère Togo Réveil qui écrit Agbeyome Kodjo quitte l'Esprit Saint pour la philosophie. Mais revenons donc sur encore les résultats. Encore une fois, du point de vue légal, cette élection a classé irrémédiablement dans l'histoire. Mais comme Fabrice l'a dit, peut-être que nous continuerons à avoir des échos de contestation. Et ces derniers temps, on a écouté des hommes d'église. Il y a d'abord les actes de Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro qui continuent à défrayer l'actualité. Il y a également le dernier communiqué de la conférence des évêques du Togo qui continue à être analysé par les médias et autres couches sociales. Mais je trouve ce matin qu'un autre homme de Dieu, le pasteur Johannes Bavon, a publié une lettre ouverte dont parle la manchette, et Sylvestre, juste pour entretenir, Johannes Bavon qui dit la fraude contre l'ordre public égale annulation, et il dit que le résultat de tout ce scrutin-là, c'est le maintien en place d'une autorité illégitime et illégale au sommet de l'État. Donc Bavon demande carrément que le scrutin du 22 février soit annulé. Oui, je crois que nous avons presque du moins la même vision des choses. Vous savez, ce qui se passe ailleurs de bien, il faudrait quand même qu'on puisse l'implémenter ici. Et je me dis que c'est ce qui s'est passé. Donc, vous avez cité tout à l'heure le Zimbabwe, c'est ça, non? Le Kenya. Et ça s'est passé au Kenya, ça s'est passé au Malawi. Pourquoi pas? Je crois que le Togo également peut suivre quand même le bon exemple. Lorsqu'on parle donc d'altération, lorsqu'on parle de fraude, lorsqu'on parle donc des procès verbaux, et la dernière fois on était à la conférence de presse donc du MPDD, ou même dans une cellule, je n'ai plus qu'à même, il y a un procès, le procès verbal, le procès verbal est vierge, ce n'est même pas signé, et c'est le représentant donc du MPDD qui est à la CENI qui a quand même et amené quand même ces preuves-là et qu'il a montré donc à la presse. Et ce matin, lorsque tout à l'heure j'écoutais Fabrice qu'il parle que Agbeyome a dit qu'il est légaliste, je crois que c'est bien avant, c'est au lendemain donc de la proclamation des résultats hier soir, donc parce que ce matin il a tenu une conférence de presse. Moi j'y étais, je viens de là, où il dit justement qu'il ne reconnaît pas les résultats proclamés par la CENI, que la communauté internationale est témoin donc de la défaite donc de Faure Gnassingbé, et qui dit que dans les jours à venir que les choses vont véritablement décanter, et je vous l'apprends pas, il a nommé un premier ministre qui s'active déjà, et vous verrez que non, en réalité, vous savez, il y a une crise qui s'ouvre là. Normalement, on devait anticiper, parce que nous venons à peine donc de sortir des événements donc d'août 2017, août-novembre 2018. Normalement, nous devons faire économie de crise, parce que ça ne profite pas au développement et l'avancée du pays. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains qui veulent quand même qu'il y ait des crises. Et là, nous allons progressivement, graduellement encore, dans une crise qui est bien. Je vous l'ai dit, lorsque un secrétaire d'État américain, pas des moindres, et qui dit que c'est Agbeyome qui a gagné et qui donne est-ce que Mike Pompeo je ne parle pas de Mike Pompeo, je parle donc de M. Cohen qui a tuté. L'ancien sous-secrétaire d'État. Qu'il soit ancien ou pas, quand on parle du secrétaire d'État, quelqu'un qui dit, il n'est plus au poste. Les
États-Unis, quand vous avez une fois occupé une responsabilité, vous avez donc du prix aux yeux de ces... Et non seulement ça, je crois que j'ai la parole. J'ai écouté au cours de la semaine des gens qui écrivent des choses contre l'ambassadeur des États-Unis au Togo parce que il aura pris une position qui ne favorise pas le gouvernement togolais. Et je me demande, est-ce que le gouvernement togolais a intérêt à engager un bras de fer avec les États-Unis? Et encore que le monsieur c'est un républicain. Je vous dis, si vous voulez essayer, allez-y et on verra ce que ça va donner. Non, moi je pense que... Mais ce qui est sûr, l'actualité, ça ce qui permet qu'on parle. Ça, s'il te plaît. Parce que une seconde, je voulais juste dire à Sylvestre Béni que monsieur Herman Cohen est un ancien secrétaire d'État. Actuellement, l'administration américaine est dirigée par Donald Trump et la position officielle du gouvernement américain devrait être celle que le président Trump ou bien ses ministres prendront. Donc, faisons tout possible. Ne pas induire les auditeurs en erreur. Excusez-moi. Lorsque le confrère est en train de parler, moi je pense que les contradictions de M. Agbouome et du camp d'Agbouome ne datent pas d'hier d'ailleurs. Vous aurez pu suivre son directeur de campagne sur une chaîne de radio privée qui nous a fait comprendre qu'ils étaient en train d'étudier les procès-verbaux. Alors là, lorsqu'on est en train d'étudier les procès-verbaux, sur quelle base les gens se sont appuyés pour s'autoproclamer président? Faisons extrêmement attention. Et puis lorsque les gens parlent de fraude, moi je dis, nous sommes des journalistes. Lorsqu'on vient me dire qu'il y a une fraude, moi je prends soin d'aller vérifier. Je vérifie pour confirmer cela et de venir le dire. Je pense que nous devons extrêmement faire attention pour ne pas induire les auditeurs en erreur. C'est vrai, on peut à un moment donné constater qu'il y a eu des irrégularités dans les élections. On peut le faire, mais qui le fait? Ce sont les observateurs, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et quand nous, les journalistes, on vient nous dire qu'il y a ça, prenons le soin d'aller vérifier. Parce que la plupart du temps, nous nous situons aux politiques et c'est ça qui nous crée des problèmes dans ce pays. Ça, je l'ai dit. Faisons un effort pour nous départir. Nous allons faire beaucoup attention pour éclairer l'opinion. Mais revenons sur... Oui, si tu permets quelques secondes. Okay, par rapport à la sortie de l'ambassadeur, ou du moins celle des évêques et tout cela, je n'ai pas encore vu la réaction officielle de l'État togolais. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Mais maintenant, l'Amérique, c'est le symbole de la liberté. À propos du communiqué des États-Unis, il y a le ministre Gilbert Barra qui s'est exprimé là-dessus. Il a dit qu'il a pris une décision solitaire. Oui, mais justement, mais maintenant, on va pas me dire que les journaux n'ont pas le droit de critiquer les États-Unis. Les États-Unis, c'est le symbole de la liberté. Et je ne pense pas que quelqu'un aura des problèmes parce qu'il a critiqué les USA. Je peux aller. Faut pas essayer de baïonner la presse ou de l'intimider en disant on ne te donnera pas le visa, quoi que non, c'est des histoires. Vous allez, si aujourd'hui vous allez demander un visa à l'ambassade des USA, si vous répondez aux critères, ils vous le donneront. Même quand vous prenez la France, il y a des gens, les patrons ne pas. C'est pas sur RFI qui critique la France. Non, ils ne sont pas comme nous, hein. Il faudrait. Revenons. Non, deux secondes. Je vais rétablir ceci. Non, je vais vous donner une information. Okay. Si tu veux. Je vais vous dire que vous savez que les acteurs politiques ont été consultés bien avant donc le vote. Et du moins la proclamation bureau par bureau de vote a été discutée. Et à la conférence de presse donc du MPD de la fois, ils ont confirmé que l'ambassadeur donc des États-Unis a échangé avec les acteurs et que le gouvernement était d'accord que oui, les résultats seront proclamés bureau de vote par bureau de vote. Mais pourquoi pourquoi plus tard? Cela n'a pas été produit dans le code électoral. Va lire le code, il n'est même pas aussi dit qu'on ne doit pas aussi le faire. Alors, laissons la travail. Maintenant, je crois que j'ai encore la parole. Maintenant, pourquoi justement, revenons donc ce n'est pas le gouvernement. S'il vous plaît, revenons à notre sujet. Maintenant, les actes et propos du candidat Agbouome depuis le 22
février, jour du scrutin jusqu'à ce jour. Revue de presse avec le libéral qui prend acte de ce que Agbeyome aurait déclaré sur les antennes du Radio Victoire hier et qui écrit Agbeyome Kodjo se veut légaliste. Mais Dunia Le Monde lui écrit nomination de Premier ministre. Agbeyome franchit un cap supplémentaire dans sa défiance. Et du côté de la lanterne, je lis ceci: Agbeyome Kodjo quémande un second tour de scrutin et nomme en même temps un premier ministre. Et à vous, Abbas Issaka, vous écrivez Agbeyome Kodjo, dans ses agitations, malgré les conseils de la CEDEAO, continue de défier l'autorité de l'État. Alors, je ne sais pas, sous réserve de savoir ce qu'il a déclaré devant la presse ce matin, disons les propos d'Agbeyome depuis le 22 février jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous retenez à votre rédaction? Vous savez, à chaque sortie d'Agbeyome, cette déclaration. Quand il sort, il fait cette telle déclaration. Il fait une sortie médiatique, c'est telle déclaration. Et ces déclarations, c'est pour défier l'autorité de l'État. Quand on dit on a saisi la Cour constitutionnelle, et à la veille de la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, on se lève, on dit je nomme mon Premier ministre. Et il le fait dans un communiqué en utilisant même les emblèmes de l'État. Et ça, c'est très grave. Oui, il faut rappeler à ce niveau, selon l'élément qui se dit sur les réseaux, il y a eu exécution de l'hymne national sur fond de drapeau national, oui. En début et en fin du message dans lequel Agbeyome a annoncé la nomination de son Premier ministre. Agbeyome connaît très bien la procédure de nomination d'un Premier ministre au Togo. C'est prévu par la Constitution. Il est député à l'Assemblée nationale et ne peut pas se permettre cette pagaille en décidant de nommer un Premier ministre de façon démagogique. Le pays n'est pas encore à crise. Ou bien c'est un coup d'État qu'il est en train de faire, ou alors il le fait pour se moquer, pour narguer toute la population togolaise. Parce que les tests du pays sont là, les règlements du pays sont là. On ne peut pas se lever d'un coup, d'un revers de la main pour dire je nomme mon Premier ministre. C'est ce qu'il a fait, la même chose qu'il a fait avant la proclamation provisoire des résultats de la CENI. Au moment où on compilait les résultats, on n'a même pas encore fini. À 16 heures comme ça, il dit qu'il s'autoproclame président de la République, qu'il a été élu démocratiquement. Sur quelle base? Vous avez quel dossier? Vous avez quel procès verbaux? Vous avez pu réunir quels procès verbaux? Et dans tout ça, lorsque la CENI a proclamé le lendemain les résultats, on dit que la CENI a proclamé de façon expéditive les résultats. Pendant ce temps, on ne condamne pas Agbeyome qui s'était autoproclamé président élu sans avoir les dossiers. Et dans les mêmes comment on dit ça, dans la déclaration même de la société de la conférence des évêques du Togo, ils n'ont pas relevé ça, mais ils ont relevé plutôt ce que la CENI le fait que la CENI ait donné très précipitamment les résultats. Pourquoi on ne relève pas, on ne dit pas que pourquoi Agbeyome s'autoproclame président de la République avant même les élections de la République? Tout ceci là, il faudrait qu'on revoie ça. Il y a des gens qui sont là, c'est pour induire les gens en erreur. Ce que l'autre fait, c'est bon. Mais si c'est mauvais, on dit que c'est bon parce qu'on n'aime pas telle personne, on dit que c'est mauvais. Merci. Dans son élément important, nomination du Premier ministre, Agbeyome Kodjo a cité l'article 66 de la Constitution. Et un auditeur nous rappelle que, justement, l'article 66 de la Constitution dit que le Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire. Et il se demande si M. Nadjombe, que Agbeyome vient de nommer et qui se trouve au Canada, se trouve dans la majorité parlementaire. Alors, c'est ce que vous ramassez, le Messager, avec les prises d'opposition à Agbeyome, avec quelques séquences de campagne, et le Messager titre Silence, on joue la comédie. Oui, ça, je ne sais pas si certains parmi nous ici ont lu la pièce théâtrale On joue la comédie. C'est nouveau. De notre confrère, ce nouveau Zinsou Agbota. Puisque j'ai été acteur principal dans cette pièce. Bon. Donc, non, ça veut dire que tu vas jouer la comédie. Je vous explique. Et peut-être après, à la sortie, les gens vont chercher à le lire et vous allez voir ce qui se trouve dedans. Agbeyome a voulu exactement transposer ce qui se passe dans cette pièce théâtrale. C'est-à-dire que on fait du théâtre dans du théâtre. On amène les gens un peu à adhérer à ce que nous sommes en train de faire. Et finalement, tout le monde joue du théâtre. C'est-à-dire que même les spectateurs jouent du théâtre. C'est-à-dire que les spectateurs ici, c'est la population, toute la population togolaise. Mais ici,
la nuance c'est quoi? C'est que Agbouyoumi n'a pas réussi à emballer tous les acteurs. Donc voilà, quand vous sortez, vous voyez Agbouyoumi dans toute sa campagne a essayé de jouer, de mélanger la comédie dans sa campagne. Et quand vous prenez la pièce théâtrale Zissou et de notre compatriote Zissou, exactement c'est la même chose. Tout en le faisant, on engage également les gens politiquement et on amène les gens à la contestation. C'est ce que Agbouyoumi a voulu faire. Malheureusement, ça n'a pas été pris. Justement, c'est pour cela que nous sommes revenus là-dessus. Je ne vais pas aller un peu plus loin, puisque c'est un texte qui est très intéressant. Je vais laisser les auditeurs et les lecteurs chercher le journal Le Messager pour lire et chercher éventuellement la pièce théâtrale On joue la comédie de notre compatriote pour le lire. Merci Sylvestre Béni, on va finir avec vous ce commentaire. Maintenant, ce qu'on va observer avec attention, c'est deux aspects. D'abord, Agbouyoumi Kodjo est parrainé par Monseigneur Podjoro, qui a laissé entendre que c'est l'Esprit Saint qui lui a dicté et le candidat Agbouyoumi et la stratégie à suivre. Et Agbouyoumi lui-même, il y a un leitmotiv qui revient dans ses propos. Il a toujours dit que Faure Gnassingbé n'ira pas loin. Alors quand on met ces deux phénomènes côte à côte, maintenant au lendemain de la proclamation des stades de la Cour constitutionnelle, même si c'est un peu de la fiction, qu'est-ce que Agbouyoumi et Monseigneur Podjoro pourraient éventuellement nous servir? Qu'est-ce qui pourra nous servir? Je crois qu'il faut les inviter pour le dire. Mais ce que, même si on voit, non, je crois, non, c'est pas, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Là, invité Agbouyoumi, Podjoro, ils viendront à l'antenne, vous dire ce qu'ils veulent faire. Mais en réalité, ce qu'ils disent, par rapport, moi je rapporte ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit encore ce matin au cours de la conférence, ils ont dit qu'ils ont quand même des stratégies. Ils ont, et vous verrez que, ils disent que dans les prochains jours, il y a des choses qui vont décanter. Donc, quand quelqu'un te dit que il y a tel qui va venir, il faudrait pas sous-estimer la personne. Parce que j'ai toujours dit que dans ce pays, le 18 août 2017, le 18 je dis, le 18 août 2017, on a sous-estimé un monsieur dans ce pays qui s'appelle Tikbi Salifou Achadam, et le 19, on a vu en quoi il est capable. Donc je dis que aujourd'hui, il faut pas sous-estimer les gens. Nous sommes en politique, et en politique c'est là, en politique ça va vite. Si Agbouyoumi me dit que Faure Gnassingbé n'ira pas loin, il sait sur quoi il compte. Et pour terminer, puisque vous en parlez, vous écrivez à la page 2 que les détenus du PNP sont les grands oubliés dans ce phénomène. Malheureusement, ça c'est la politique togolaise. Vous verrez que tout à l'heure je parlais donc des événements du 19 août, et vous verrez qu'il y a bon nombre de nos compatriotes togolais qui ont été arrêtés. Je crois que nous avons dans cette parution ce matin, nous avons cité 23 ou 24, 29, mais plus tard j'ai appris ce matin qu'ils sont plutôt une quarantaine. Sur toute l'étendue du territoire, les gens qui ont été arrêtés donc au cours des manifestations. Et aujourd'hui, vous allez voir que plus personne n'en parle. Et du gouvernement et de l'opposition, plus personne n'en parle. Ces jeunes-là, ils sont là à la prison, peut-être s'ils m'écoutent. Il y a des gens qui sont des étudiants, qui sont là en prison, et personne ne parle plus de lui. Donc je crois que moi je demande quand même que le gouvernement fasse diligence, qui est quand même une heure attentive pour ces jeunes-là, qu'on puisse les libérer afin qu'ils puissent continuer leurs études. Merci. Pour faire le point, la messe a été dite hier par la Cour constitutionnelle. Le nouveau président élu a pris acte de sa victoire. Il a félicité les Togolais pour la maturité dont nous faisons preuve dans ce processus. Il nous invite déjà au travail. De son côté, Agbouyoumi Kodjo qui réitère sa contestation et dit que le nouveau président réélu n'ira pas loin. Qu'est-ce que tout cela va donner au jour le jour? Nous serons là pour en parler, et déjà demain, si nous avons de nouveaux éléments. Fabrice? Oui, en fait, on parlait tout à l'heure de la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats. Et on disait que c'est irréversible. Même si aujourd'hui, sous l'action du Saint-Esprit, Faure fait ses valises et s'enfuit, ce n'est pas Agbouyoumi qui devient le chef de l'État. C'est ce qu'il faut comprendre. Même si on met les Togolais dans la rue et quelqu'un prend ses bagages, il s'enfuit, c'est qu'il y a une situation d'incertitude, et dans ce moment précis, celui qui est fort peut-être prend en attendant d'organiser. C'est-à-dire, l'élection, c'est terminé. Merci. C'est terminé. Merci. Et même si Faure fuit demain matin, c'est qu'on organise une élection anticipée. Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas ce qui ferait fuir Faure.
Mais s'il fuyait, le pouvoir reviendrait à Dame Tchegan. Tchegan, justement, à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il faut voir le poids jusque la Cour constitutionnelle dépendant de la manière dont les gens. Nous allons nous ouvrir sur les auditeurs et c'est ça. 93.5 Canal FM. Nous avons parlé aujourd'hui des mesures que l'État togolais prend pour appréhender le coronavirus. Nous avons partagé quelques titres de l'hebdomadaire Santé et Éducation et nous avons fait le point de la situation à ce jour au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du scrutin du 22 février. Maintenant, la parole est à vous. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui. Bonjour tout le plateau. J'ai beaucoup apprécié votre discipline aujourd'hui par rapport à lundi. Et j'ai deux préoccupations. La première, c'est politique. Et la Cour constitutionnelle vient de proclamer ce qu'on appelle résultat définitif. Et je pense que par rapport à ça, nous sommes appelés au travail. Et tel que je l'ai dit la dernière fois, le président Faure Gnassingbé et Sozimna qui a dit au peuple togolais que la minorité s'est accaparée de la richesse du pays et que la majorité croupisse dans la pauvreté absolue. Que Faure puisse oser donner à cette minorité pour l'argent volé, faire sortir cela, pour que le peuple puisse trouver à manger, pour qu'on puisse trouver du travail à faire. Comme ça, on serait à l'aise. Au candidat Agbero Mekodjo, on dit souvent que la politique c'est un jeu mensonger. L'opposition nous a nargués, nous a trompés. Et aujourd'hui, je ne pense pas que cette opposition peut encore revenir vers cette population pour dire une vérité quelconque. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, la belle est dans le camp de la population aujourd'hui de savoir quoi faire, à qui faire confiance. Mais moi, je peux oser dire à cette population que ayez confiance uniquement que à votre Créateur, le souverain Seigneur Jéhovah Dieu. Il est le seul qui connaît l'avenir. Philippe aussi qui devient philosophe à sa manière. Eh bien, non, ça va Philippe, il y a d'autres aussi qui attendent de souffrir que nous servions le maximum. L'ami Pelé, bonjour. Oui, bonjour, Sass. Oui. Ouais, je pense que le peuple est dans la résistance, avec ces élections frauduleuses. Et depuis tant d'années, Gnassingbé, Adema Gnassingbé Faure, nous sommes dans la résistance. Bon, une question, quelque chose qui m'intrigue, c'est que, bon, en 2010, Jean-Pierre Fabre fait 34 ou bien 35. En 2015, il a encore 34-35. Maintenant, la question que je voudrais poser au plateau, en 2020 maintenant, on a dit que Jean-Pierre Fabre a 4 et que Agbero a 9. Si on totalise les deux... 19, 40. Ouais, 19. Si on totalise les deux, ça n'atteint même pas 30. Bon, la question que je voudrais poser, est-ce que Jean-Pierre Fabre a appelé ces militants à voter pour Faure Gnassingbé ou bien quoi? Bon. Au moins, on devait les deux même, devait avoir même une suffrage de 30%. Mais ça n'atteint pas. Ça veut dire que ce régime connaît comment on vole et il volera toujours. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut oser une réponse à l'auditeur Bourema. Oui, est-ce que c'est une réponse? Je crois qu'il a fait son analyse, mais je pense que lorsqu'on va plus en profondeur, il y a plusieurs pesanteurs qui ont contribué à ce qu'on en arrive là. Je crois qu'il faut remonter depuis 2018 où les gens avaient appelé à ne pas se faire recenser à leurs militants. Ça a aussi joué, il faut le dire. Ça a aussi joué, même si... Et également rappeler à notre ami que les chiffres qu'il a évoqués en 2010-2015, c'était la CENI qui avait donné ces chiffres-là. C'est la même CENI qui donne les résultats cette fois-ci. L'ami Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voudrais poser, puisqu'il y a 3 catégories de personnes, je voudrais poser 3 questions. On a posé une question. Il y a beaucoup d'autres personnes qui attendent. Non, on a monsieur... S'il vous plaît, l'ami Kokou, vous êtes nombreux en attente. Parce qu'on a parlé politique, santé et tout. Donc, je voudrais aller dans ce sens-là. Une question, premièrement, notre ami de santé et éducation. Lorsqu'on parle de bienfaits, on parle de méfaits. Je voudrais savoir, lorsqu'il a parlé des bienfaits du rapport social, est-ce qu'il y a des méfaits aussi dont il peut nous parler? Merci. Il va vous répondre. La question numéro 2. Pour notre ami du ministère de la Santé. J'ai lu dans un article, dans un journal, on a fait l'article
coronavirus, est-ce un coup monté contre la Chine? Donc, je voudrais demander à notre invité, cet article que le journal a mis, est-ce que, lorsqu'on parle de découverte, on découvre les noms, les maladies, on leur donne les noms là. Comment est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on crée les maladies ou bien on découvre les maladies? Comment est-ce qu'on arrive à donner les noms à des maladies découvertes? Merci. La question numéro 3. Pour terminer, question politique, comme votre confrère l'autre le dit, que concernant le cas Agbéomé, il parle de comédie. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se fait. Je ne comprends pas comment un monsieur dit que le peuple doit réclamer sa victoire. Au même moment, il dit que le peuple a tant donné son sang, le sang du peuple togolais a beaucoup coulé et que lui ne veut pas amener les populations dans la rue pour faire quelque chose qui va faire couler le sang. On ne comprend pas le monsieur. Merci beaucoup. Gadiel Tchonyadji, si le rapport sexuel a des bienfaits, est-ce que également il y a des méfaits? Pour aujourd'hui, on a parlé des bienfaits des rapports sexuels. Les rapports sexuels qui sont faits dans les normes, il n'y a que des bienfaits. Alors, s'il y a des déviances, peut-être qu'on peut revenir sur ça. Mais d'une manière générale, les rapports sexuels pratiqués dans le couple légal, cela ne fait que du bien. Merci beaucoup, M. Agboglan. Est-ce que le coronavirus est une fabrication pour nuire aux intérêts de la Chine? Je pense qu'il faut dire non. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Les gens se donnent les imaginations pour trouver réponse à ce qui est flou pour eux. C'est pourquoi on dit qu'on crée les virus. Ces virus, coronavirus, ça existe depuis. Et c'est une mutation de virus qui a donné un nouveau virus qui cause ce qu'on a actuellement. Sinon, c'est une famille de virus qui est connue depuis. Bon, il s'est également demandé comment on trouve les noms aux maladies. Bon, comme toujours, quand une recherche est mise au point, parfois on met le nom de celui qui a trouvé, ou bien on met l'année, ou bien on met le lieu, tout ça là. Donc, merci beaucoup. L'ami Benoît en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. J'ai deux questions pour monsieur Sylvestre Béni. Est-ce que, d'après lui, c'est normal que quelqu'un, même avant la clôture des votes, puisse se proclamer président? La deuxième question, quelqu'un qui se remet à Dieu, et son parrain, Monseigneur Podro, qui, durant la campagne, s'est mis à insulter, dénigrer l'autorité. Est-ce que c'est un bon chrétien? Ça répond à un homme de Dieu, et celui-là, on dit personne morale. Je ne comprends pas comment expliquer mieux. Merci, l'ami Benoît. Sylvestre Béni, expliquez à notre ami Benoît. Il parle donc de Monseigneur Podjo. Oui. Si celui d'abord, un candidat qui s'est autoproclamé avant les institutions légales. Autoproclamation, c'est pas une trouvaille du Togo. Ça s'est passé dans plusieurs pays. Aujourd'hui, nous avons le cas donc de la Guinée-Bissau, je crois, où vous savez, lorsque la chose n'est pas claire, vous ne pouvez que s'attendre à ces genres donc de réactions. Si la chose est claire, on ne peut jamais avoir deux messieurs qui revendiquent le fauteuil. Faites une élection libre, transparente, démocratique, très propre, on n'aura pas deux présidents qui s'autoproclament. Voilà. La deuxième chose. Maintenant, les propos de. Bon, ça dépend des procès. S'il a des projets verbaux, pas le fait donc pour l'ami Benoît, il dit quoi? Il dit Podro durant la campagne. Je ne sais pas quel propos de Monseigneur il dit. S'il peut être beaucoup. Bon, il a insulté l'autorité. Je ne sais pas ce qu'il met dans insulter l'autorité. Il faudrait quand même qu'il soit beaucoup plus près. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a appelé le nom de quelqu'un? Je crois que j'ai écouté. Si vous parlez de cet audio-là, il a dit, Monseigneur Podjo a parlé, il a dit, il n'a jamais appelé le nom de quelqu'un dans cet audio-là. Pourquoi on me parle d'autorité? Est-ce qu'il a appelé le nom de quelqu'un? Non. Merci. L'auditeur suivant qui est en ligne, c'est Monsieur Grasse. Grasse. Oui, Grasse, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour à vous. Je voulais dire d'abord à Sylvestre de souffrir ce matin un peu parce que la bataille est là contre lui, donc il faut qu'il comprenne tout. Ça, c'est une entrée en matière. Faut beaucoup plus venir aux élections. Oui. Faut pas que au Togo, quand une seule personne dit quelque chose, ça se répète comme ça, parce que ça n'éduque pas et puis ça n'évolue pas. Quand on dit votez massivement, sortez voter à midi, je vous rapporte la victoire, ça ne veut pas dire qu'on a les résultats. Quand on vote,
tout de suite, ce matin, j'ai entendu vos confrères sur d'autres chaînes qui disent que quand on voit la mobilisation pour Fogna Singbe, on est sûr qu'il va gagner. Parce que les gens sont sortis et il a fait de 57 jusqu'à Lomé. Alors, quand on voit aussi que un candidat est plébiscité tout de suite à la journée, on sait que les gens sont partis voter pour. Ça peut arriver à Fogna Singbe, ça peut arriver à Jean-Pierre Fabre, ça peut arriver à tous. On sent en même temps qu'on a voté et ce n'est pas le résultat exactement qu'on ramène. Et puis, s'il faut revenir sur cette affaire de publier les élections vote par bureau de vote, il faut qu'on édifie la population. Ce n'est pas dit de faire et ce n'est pas interdit de faire. Maintenant, concernant ce que Agbeome dit, ça dépend de quel côté on se penche pour apprécier ce qu'il dit et analyser ce qu'il dit. Mais sachez que vous ne détenez pas la vérité infuse là-bas dans le studio et que les Togolais même comprennent ce qui se passe. Je vous assure que nous n'avons aucunement la prétention de détenir quelque vérité que ce soit. Nous ne faisons que traiter l'actualité au jour le jour. L'ami Gérard, bonjour. Oui, bonjour Sas. Oui. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et mon constat est que depuis fort longtemps, après chaque élection, le Togo n'est pas gouverné. Ça voudrait dire que nous menons le temps juste à faire des critiques, à douter des réalités qui sont devant nous, jusqu'à ce que le temps passe. Mais voilà, l'élection est terminée. Les contestations ont commencé. Des mois vont passer et le pays ne sera pas dirigé de la bonne manière. C'est nous qui perdons, c'est la population qui perd dans tout ça. Mais de grâce, il faut que le Togolais comprenne certaines choses. Coronavirus est là à la porte. Que pensent les opposants? C'est aussi un autre opposant, ce virus-là. Que pensent-ils de tout ça? Que pensent-ils de l'évolution? Ces opposants, ces gens-là, ils ont de l'argent. Mais ils mangent à leur faim. Nous, la population, on n'a rien. Mais quand est-ce que même celui-même qui va gouverner, qui sera choisi un jour, même si c'est Agbeome, même si c'est fort, soit proclamé aujourd'hui. Mais il faut qu'on lui donne au moins le temps de gouverner une fois au moins le pays pour qu'on puisse l'évaluer. On ne l'a jamais évalué. On ne l'a que critiqué jusqu'à la fin de son mandat. Merci beaucoup. Même si c'est Agbeome, on va même pas lui donner le temps. Lui aussi va suivre le même courroux. Et la population dans tout ça. Ils n'ont qu'à rester ensemble pour gérer le pays. Merci beaucoup, l'ami Gérard. Sans transition, la parole passe à monsieur Hakim. Oui, allô, bonjour. Oui, Hakim, bonjour. Je vous salue tous au plateau. Mais voilà, je voudrais simplement qu'on comprenne une chose. En Afrique, tant que il y a une opposition, il y a un régime qui est au pouvoir, les opposants n'ont jamais reconnu leur défaite. C'est toujours comme ça. La plupart du temps, dans nos pays, c'est ça. Aucun opposant n'acceptera parce que en allant à la campagne, ils ont toujours cette façon de parler. Nous allons prendre le pouvoir pour vous. Nous allons prendre le pouvoir pour vous. Le pouvoir ne se prend pas. Le pouvoir s'acquiert dans les bureaux de vote. Le pouvoir s'acquiert sur le terrain. Il faut aller faire campagne sur tout le territoire. Ça, c'est un. Le deuxième point, je voudrais aussi que les gens comprennent une chose. Moi, hier, à la proclamation des résultats, selon les requêtes que M. Agbeome a introduites, il y a une chose qui m'a convaincu. C'est que même si on prenait en compte, parce que n'ayant pas de preuves, même si on prenait en compte ce qu'il a dit, il ne gagnerait pas. Donc, il n'a qu'à se calmer tranquillement. Il se prépare dans un temps pour que son prêtre et son codro le suivent. Il n'a pas commencé la campagne dès maintenant pour que dans 5 ans, il puisse gagner. Je vous remercie. Je vous en prie. Johannes, bonjour. Bonjour. Oui. Que serait le club de la presse les mercredis sans Sylvestre Béni? Je les félicite pour la hauteur de votre débat, spécialement Sylvestre Béni. Monsieur Sass. Oui, mais l'ami, c'est pas bien d'avoir une vue manichéenne des choses. Hein? Nous sommes nombreux au plateau et le club de la presse, c'est un travail d'équipe, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous parlez de vue manichéenne?
Oui. Moi, je qualifie la hauteur de base, c'est-à-dire l'ensemble des... mais quand vous avez dit que selon le club La Presse, sans Sylvestre Béni, c'est un avis personnel. Je le prendrais comme une insulte à l'endroit des autres invités du plateau. Et Sylvestre Béni opine même de la tête, s'il vous plaît. C'est vous qui le prenez comme ça? Oui, c'est parce que c'est comme ça. Maintenant, allez-y. Moi, deuxième point. Souvent, lorsque nous vous interpellons sur certains sujets, bon, vous dites que on manque de respect aux journalistes, tout ça là. Mais je me dis, la manière dont vos contrats là-bas qualifient les politiciens de comédiens en disant que pendant la campagne, celui-ci a fait de la comédie, tout ça là. Vous ne pensez pas que c'est une insulte également aux politiciens? Mon troisième point. Vous avez demandé à Sylvestre Béni si, avec ce processus, il y a une maturité au sein de la population. Et il a répondu oui, tout à fait, parce qu'il n'y a plus de violence, on ne constate plus de violence depuis quelques années. Mais je me dis que l'absence de violence, c'est juste parce que quand la population ne peut pas réagir lorsque on la triche et que on ne soit pas les militaires, c'est là où il n'y a pas de violence. Vous comprenez un peu. Et mon dernier point, vous savez, avec ces élections à 2 tours, on comprend facilement, aujourd'hui, tous les Togolais savent à quel niveau se trouve exactement le problème. C'est-à-dire le recomptage bureau de vote par bureau de vote. Et moi, j'aimerais dire à tout le peuple togolais que nos prochaines revendications faut être déjà à la tête du pouvoir pour les 5 prochaines années. Mais soyons sûrs que c'est son dernier mandat. C'est-à-dire que nos prochaines revendications, ça sera pour le comptage bureau de vote par bureau de vote. Merci beaucoup, Johannes. Vous allez devoir vous arrêter là et pour laisser la chance à l'ami Komi de clôturer le tour aujourd'hui. Komi, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. Moi, j'ai 2 questions. La première à votre journaliste de santé et la seconde à vous les journalistes, surtout monsieur Elom. Monsieur Gadiel... Elom n'est pas au plateau aujourd'hui, s'il vous plaît. Son nom m'échappe quand même. Okay. Monsieur Gadiel nous a donné la dernière fois d'informations sur les télévisions. Je voulais rentrer en ligne, mais j'ai pas réussi. Le fait que nos femmes sont souvent devant les séries télévisées, que ça leur pose problème. Mais j'ai fait le constat, savoir que nous, qui sommes souvent aussi au bureau, tu sors de ton poste, tu sors du bureau avec ton ordinateur, en véhicule, c'est le smartphone en main, et arrivé à la maison, c'est la télévision pour le journal. Est-ce que nous courons les mêmes risques? La télévision pour le journal et également les matchs de football. Merci beaucoup. Barcelone et puis Real Madrid. En passant par Atlético et puis Barça et l'autre là, Juventus. Est-ce que nous courons les mêmes risques? Merci. Deuxième chose, lorsqu'on parle de preuves matérielles ou bien de preuves suffisantes pour attester les fraudes, je vous donne 2 cas de fraude et vous me dites comment devraient se formaliser les preuves. Lorsque vous êtes devant un bureau de vote et que celui qui est chargé de remettre les bulletins de vote donne 2, 5 au lieu de 1, comment pourrez-vous le prouver? Secondo, lorsqu'on fait le dépouillement, voilà, et que vous remarquez qu'au moment où on doit sortir un seul bulletin et montrer, on sort 5 et vous criez et que les membres du bureau de vote se ressaisissent, soit ils le déchirent. Comment cette preuve aussi peut être matérialisée? Merci. Je vous en prie, Gadia Chonyadji. L'ami est revenu sur la télévision, bien sûr, mais les écrans des ordinateurs, des tablettes, des smartphones. Tout à fait, ça donne le même effet. Donc, on a déjà parlé de ça, hein, les tablettes et tout. Quand on est trop exposé à ces outils informatiques, cela peut agir sur le sommeil réparateur. Merci Sylvestre Béni. Comment formaliser les preuves dont on aura été témoin dans le bureau de vote? Seulement l'ami nous a pas dit si on est observateur, membre du bureau de vote, délégué d'un parti politique ou simple citoyen. Oui, je crois qu'à ce niveau, normalement, ça doit être les délégués des partis qui sont au niveau des bureaux de vote qui doivent quand même relever cela. Il faudrait que ça soit dans les rapports et tout. Donc, normalement, c'est de cette manière que cela doit être fait.
Maintenant, si vous parlez d'une manière générale, moi, c'est un avis personnel. Je me dis que nous avons encore raté une élection. Franchement, parce que nous avons quand même tous les leviers pour organiser un bon scrutin et qui ne serait pas susceptible encore de contestation et de polémique que nous voyons aussi. Nous partons, comme quelqu'un l'a dit, encore pour 5 ans de contestation et tout. Merci. Il y a un autre aussi, Johannes, qui a dit que si vous n'étiez pas au plateau aujourd'hui, le club de la presse ne serait que fade. Non, je crois que non, c'est son avis, c'est une analyse que nous respectons, mais il faut dire que c'est un travail collégial qui se font. C'est juste en réalité ce que les gens ne comprennent pas, c'est juste des contradictions, des débats d'idées, et puis ça s'arrête là. On va sortir tout à l'heure, on va prendre notre bière ensemble. Donc il faudrait pas que... Mais nous sommes en temps de carême pour les chrétiens. Mais tu sais que tu vas prendre. Il ne faut pas dire autre chose à l'antenne. Donc voilà, ce sont des débats d'idées. Et puis bon... Merci. Bourema Tchaboré, quelqu'un a relevé également dit que Boyome et les siens jouent de la comédie, c'est leur manquer du respect. Non, moi je ne voudrais pas insulter son intelligence. Excusez-moi, je crois que quand nous débattons et nous relevons, j'ai pris soin de demander aux lecteurs et aux éditeurs d'aller chercher le journal et de le lire et de chercher également la pièce théâtrale On joue la comédie. C'est une comparaison et c'est une analyse. Quand vous le lisez, je crois qu'il sera encore plus enrichi et il verra que tout ce que j'ai dit, ça dit que c'est comparable. C'est comparable. Donc je crois que je ne voudrais pas insulter son intelligence. Il n'a qu'à aller chercher le journal, le lire, chercher la pièce théâtrale. Et il lit la pièce théâtrale. En ce moment, ça va lui permettre de grandir encore mieux. Merci, c'est Fabrice Patom. Nous sommes honorés quand les auditeurs nous interpellent. Ils attendent beaucoup de choses de nous. C'est bien pour nous. Sauf que nous ne sommes que des journalistes. Nous ne sommes pas les décideurs. Nous ne sommes pas des leaders de partis politiques. Nous ne faisons que jouer notre partition. Et au Togo, les 7 millions que nous sommes, chacun est appelé à jouer sa part. Plutôt que qu'on nous charge de tous les mots comme Atlas. Oui, et moi je voudrais tout simplement dire que je suis très jaloux de ma liberté et je fais tout pour que personne ne m'influence par rapport à ce que je dis. Je dis ce que je pense et je le dirai toujours. Mais non, j'ai un peu regretté cette semaine, il y a quelques jours aussi, un débat sur les évêques qui auraient pris position, les Bodjuro qu'on insulte. Écoutez, aujourd'hui, un évêque est libre de faire de la politique. Un évêque est libre même de choisir un candidat et de dire même de voter pour lui. C'est un individu, sur le plan électoral, c'est un individu comme nous. Il n'a qu'une seule voix lui aussi. On va me dire, bon, peut-être que dans les églises, il va influencer les fidèles. Depuis longtemps, on nous dit dans les églises de nous aimer les uns les autres, de ne pas voler là. Est-ce qu'on respecte? Et c'est à l'occasion de l'élection, on va respecter ce que l'évêque va dire d'aller voter pour tel ou tel, c'est ça, on va respecter. Non. Mais maintenant, quand on émet des critiques contre Monseigneur Podjro, je ne comprends pas aussi les gens. Vous dites oui, ils sont libres de faire de la politique, oui, on l'accepte. Mais quand tu entres dans ce jeu aussi, accepte de prendre les coups que les politiciens aussi prennent. On vient ici, on dit des choses sur Favre par rapport à sa position politique. Mais quand Podjro décide d'entrer en politique, et également il reçoit les coups que les politiciens reçoivent, faut pas dire de le ménager, de faire autre chose. Merci. C'est à ce niveau, moi je suis pas... terminer par votre carton de fin d'émission. Non, mon carton de fin d'émission, c'est de dire, quand vous décidez de jouer au football, et vous rentrez sur le terrain, ne vous plaignez pas des tacles. Merci beaucoup. Si vous ne voulez pas les tacles, mettez-vous de côté. Bourema Tchaboré, votre carton de fin d'émission. Moi, je voudrais donner un carton vert à un acteur politique. Et le premier responsable de l'ANC. Je vais parler de Jean-Pierre Favre. Pour un acte qu'il a posé, qui m'est allé droit au cœur. Le jour du scrutin, le soir du scrutin, après, juste lorsqu'il a constaté que les résultats étaient à sa défaveur. Même si après, il est sorti pour contester. Moi, je pense que ce sont des actes comme ça. Et pour ça, vous lui attribuez quel carton? Un carton vert, je l'ai dit, un carton vert. Qu'il continue ainsi, je pense qu'il est en train de... Merci à Bassi Saka. Pas de carton. Vous passez. Sylvestre Béni. Non, moi, je voudrais donner un carton rouge aux forces de l'ordre. Oui, parce que vous savez, lorsque vous demandez aux gens, parce que la dernière fois, à la marche convoquée par la dynamique le 28, vous avez demandé les gens de quitter la voie. Les gens sont rentrés dans l'enceinte du collège Saint-Jo, dans l'enceinte, et vous poursuivez les gens jusque dans l'enceinte pour les battre et tout ça. Je vous dis que c'est pas bien. Et la deuxième chose que je dis et qui est en relation avec ça, le recteur de Saint-Jo normalement devait sortir un communiqué
pour dénoncer ces faits-là. Mais lui aussi, il s'est tué. Et il a fallu que les évêques ne parlent le 1er mars, alors que la chose s'est passée le 28. Le recteur de Saint-Joe n'a même pas pris soin de sortir un communiqué pour dénoncer le fait que les forces de l'ordre ont fait intrusion jusque dans l'enceinte de Saint-Joe pour battre les gens. Finalement, quand ça s'est passé en 2012, le père Johannes Azabli a dénoncé cela. Il faudrait que les gens comprennent de bons exemples. Il faut rappeler que Saint-Joe, c'est un complexe, un établissement scolaire et une église. Il y a peut-être des religieux, peut-être des chrétiens catholiques, mais il y aurait également des élèves, et Dieu seul sait si au collège Saint-Joseph, il y a des élèves musulmans, chrétiens, animistes ou sans religion. Gardien, je dis votre carton de fait d'émission. Bon, pas un carton en tant que tel, mais c'est de rappeler à la population, à nous tous d'ailleurs, de mettre en œuvre les mesures préventives par rapport à ce virus, au coronavirus. Le lavage des mains et puis éviter de se saluer. Comme on l'a déjà dit, c'est très important pour nos vies. Merci. Notre invité, vous avez écouté un auditeur qui a dit que le coronavirus est un opposant aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition, à toute la pollution, à toute la population, pardon. Merci pour votre disponibilité. Votre conclusion? Oui, je pense que l'auditeur là, on pouvait lui donner carton vert. Il a bien parlé. Il faut que tout le monde se ressaisisse pour voir le virus qui arrive, comment on va faire. Il faut que la population se réveille pour pratiquer les mesures d'hygiène. Merci à vous. Notre gratitude à vous qui nous avez écoutés, qui êtes intervenus dans le débat. Vous savez, nous sommes confiants. C'est un processus. Nous apprenons. Il y a quelques années, on ne peut pas faire un débat contradictoire, critiquer ouvertement les autorités et rentrer chez lui à la maison, revenir. Mais souffrons, allons-y progressivement. Le débat contradictoire va prendre date dans notre esprit et c'est ainsi que le Togo sera gagnant. Rendez-vous demain, jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.